Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très bien pour la présentation de ce premier Masters 1000 de la saison ATP. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce que la dernière fois c'était au mois de janvier, il faisait froid, il y avait beaucoup de vent, voilà. Et c'était l'hiver et maintenant nous sommes en printemps, il fait très beau. J'espère que vous allez bien les amis, moi ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver ce soir pour la présentation du tournoi de Masters 1000 d'Indian Wells. Je vais vous présenter un peu tout ça, je vais vous donner un peu les tips, les conseils qu'il faut pour bien parier dessus, pour aussi connaître les détails aussi du tournoi. Ça peut être intéressant. Ce soir, il n'y aura que la partie ATP les amis, parce que voilà, la dernière fois, il y avait la partie WTA. On la fera à chaque fois, Luigi, ou il y aura un autre invité qui viendra essentiellement que pour les grands chelems. Voilà la partie Masters 1000. Je me la réserve pour moi, voilà, c'est mon petit cadeau. Salut à tous, salut Arthur, salut Maxime, j'espère que vous allez très bien les amis. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver ce soir. Voilà, le tournoi a déjà commencé depuis jeudi, oui je sais, j'aurais pu faire la présentation jeudi, etc. Mais j'ai été pris malheureusement à d'autres rendez-vous, donc c'est pour ça tout simplement que j'ai pu le faire, que je pouvais me libérer que ce soir, dimanche. Donc voilà, je m'excuse de ne pas pouvoir l'avoir fait. Mais je me suis dit que par conscience professionnelle et par le fait que j'aime bien faire ça, et je sais qu'il y a de l'attente aussi, qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent un live, etc. Vous avez pris l'habitude maintenant dès qu'il y a les Masters 1000 ou les Grands Chelems. Donc c'est pour ça que ce soir, je suis là avec vous. Je vais pas forcément changer de format, mais je vais mettre une petite musique chill un peu derrière, un peu tranquille et tout, en fond. Vous me direz si c'est trop fort, pas assez fort, enfin pas assez fort, je pense pas. Je parle assez fort pour que normalement vous puissiez m'entendre. Je mettrai pas trop fort le son. Voilà, juste vous me dites si vous m'entendez et tout. Et comme ça sera nickel tant que c'est audible. La vidéo sera retrouvable sur la chaîne YouTube, donc Money Times-Tipster. Chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver nos séries. Donc il y a le face à face. Émission que présente PA où il y aura différents invités. On a déjà notre premier invité qui est Dorado. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube pour aller voir un interview consacré à Dorado, tipster basket NBA. Il y a aussi donc le tiercé, là où on fait donc une sorte de comparaison entre trois athlètes ou trois équipes ou ça peut être trois nations, trois coachs, voilà, libre cours à notre imagination et aussi à l'actualité. Voilà, ça c'est très sympa. Il y en a déjà 2 qui sont déjà sortis, donc je vous invite à aller voir. C'est très sympa comme format. Il y a aussi donc la série Et si, où là c'est une question un peu générale et on essaye de traiter la question de manière à ce que ça soit drôle et de voir aussi les différents aspects, qu'est-ce qui aurait pu se passer si tel événement serait pas arrivé ou serait arrivé, etc. Voilà, il y a aussi la boîte à outils où là on parle donc c'est une série où on parle essentiellement que de betting, que de paris sportifs. On voit les différents outils qu'il peut y avoir, on voit un peu de vocabulaire, etc., etc. Voilà tout ce qu'on peut retrouver sur notre chaîne YouTube, les amis. J'espère que les vidéos vous plaisent aussi, parce que je sais que certains suivent les vidéos, donc j'espère que les vidéos vous plaisent. Là, je vais entamer donc du coup directement avec ça. Je mets la petite musique, vous me dites si vous m'entendez bien ou pas. Il est 20h, je sais que voilà, il y a Ligue 1 et tout derrière, il y a Marseille-Nice et tout. Voilà, il y a Indian Wells, il y a les prémices de cette journée qui ont déjà commencé à Indian Wells. Donc voilà, s'il y a déjà des questions, etc., n'hésitez surtout pas les amis. Moi, pendant ce temps-là, je vais essayer de partager le lien du live, comme ça sera bon. Et ensuite, on pourra enchaîner directement. En tout cas, j'espère que ça vous fait extrêmement plaisir. Moi, voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire ça gratuitement, hein, on va dire ça. Et puis de prendre de mon temps aussi. Parce que sinon, je pourrais regarder les matchs, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'espère que votre BK va bien. J'espère que vos paris sportifs se passent bien, que la saison se passe bien pour vous. Que vous avez déjà fait du gain sur ce tournoi de Masters 1000. N'hésitez pas aussi à rejoindre notre Discord où on discute entre passionnés, on rigole bien, il y a une bonne ambiance, on partage les gains, on partage nos avis, voilà, on se partage des infos aussi qui peuvent être capitales à l'aide à la décision pour investir.
Voilà, on fait sur notre Discord, il y a des trucs sympas. Voilà, lol, exactement Jean-Michel. Voilà, je le dis beaucoup trop. Bref, on va partir du coup sur cette petite présentation du tournoi d'Indian Wells, donc tournoi qui a été créé en 1987. Nous sommes aux États-Unis, dans la vallée de Coachella, en Californie. C'est une oasis, c'est un désert, d'accord. Donc généralement il fait très très chaud, ce qui n'est pas le cas pour le moment cette année. Il faut savoir à peu près que sur la période de mars, on avoisine les environ 28-30 degrés de moyenne à peu près, hein, d'accord. Je suis pas météorologue ou climatologue, d'accord. Donc voilà. Mais grosso modo, de ce qu'il en est, on a des chaleurs qui sont assez inhabituelles par rapport au climat européen. Voilà. Et cette année, il fait 17 degrés, 17-18. On a beaucoup de vent qui tourbillonne en plus, c'est-à-dire qu'il vient du nord, il vient du sud-ouest, il vient du sud-est, etc. Et en fonction de où est positionné le cours, ça peut beaucoup influencer sur le jeu. Donc là, cette semaine, on a beaucoup, enfin depuis le début de semaine en tout cas, enfin depuis le début du tournoi, pardon, parce qu'on est en décalé, on a beaucoup de vent et beaucoup de joueurs se plaignent des conditions météo, on va dire. Donc voilà, c'est quand même un premier élément à prendre en compte. Voilà, hein. Un cours d'histoire en plus, c'est quand le contrôle. Non, il n'y aura pas de contrôle. Non, il n'y a pas de notation derrière. Après, si vous voulez que je prenne vos fiches et tout derrière, il n'y a pas de souci, je fais des contrôles. Mais non, il n'y a pas de contrôle, les amis, vous inquiétez pas. C'est cool, on chill. Donc voilà. Premier tournoi Masters 1000 de la saison, celui-là il fait extrêmement plaisir. On est sur donc une surface dure, c'est du plexipave et il est considéré donc en catégorie 2, c'est-à-dire catégorie intermédiaire lent. Grosso, voilà, c'est le plus lent au-delà de la terre battue, c'est le plus lent des Masters 1000. Tout simplement. La surface est assez lente à Indian Wells. Exactement, Jean-Michel, la surface est assez lente. Concernant l'environnement, les infrastructures, il y a 24 cours donc à l'Indian Wells Tennis Garden. 24 cours. Le premier plus important des cours, c'est donc le cours central qui occupe 16 000 places, d'accord. Donc c'est énorme. C'est le deuxième plus important derrière le Arthurage de Flushing Meadows. Voilà. Pour ceux qui suivent un petit peu tout ça, le cours 2, il a 6000 personnes, c'est ça, 6000 personnes de capacité. Et le cours 3, il a 2700. C'est pas très très important, mais voilà, 16 000 personnes. Tous les cours sont éclairés, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a des night sessions qui sont possibles, qui sont disponibles. Donc c'est pour ça que ça peut jouer tard, etc. Qu'on peut faire durer les matchs. C'est pas gênant, et généralement, vu qu'il fait beau, on n'est pas trop embêté avec ça. On est sur un format donc au meilleur des 3 sets classique, d'accord, dans les Masters 1000. Voilà. Au niveau des titres, au niveau des palmarès, nous avons donc deux joueurs qui sont encore en activité et qui se font la guerre, on va dire. C'est toujours les mêmes, c'est Roger Federer et Novak Djokovic qui sont les plus titrés sur ce tournoi-là avec 5 titres. Est-ce que l'un va dépasser l'autre cette année? On verra bien, on verra ce qu'il en est de l'avenir. Les tableaux ne sont pas si simples pour les deux, d'ailleurs. On va en parler des tableaux et tout après, vous inquiétez pas, on va faire l'analyse des tableaux. On va faire l'analyse de tout ça, des matchs aussi de ce soir. Je sais qu'il y a d'autres matchs là qui vont arriver d'ici 5-10 minutes à peu près. On va essayer de faire des tendances, il y a déjà des matchs qui ont commencé. Voilà, on verra ça après. Si vous avez des questions par rapport à des matchs, si vous voulez que je vous donne des avis, etc., je ne vous donnerai pas des bêtes tranchées, d'accord, mais je vous donnerai des avis, je vous dirai le oui ou le non de le pourquoi du comment. Voilà les amis. Pour ça, au niveau de la météo du coup, donc aujourd'hui, grosso modo, de toute façon, on va avoir beaucoup de vent, d'accord. Il y a beaucoup de vent. Grosso modo, on est entre 10 et 15 km/h de vent. Et il fait entre 15 et 18 degrés, donc il fait très froid par rapport à d'habitude. Gaël Monfils s'en est plaint d'ailleurs en conférence de presse. Elle a dit que les conditions météo ne lui plaisaient pas et que malgré le jeu qu'il a pu produire, il s'est pas senti forcément à l'aise. Bon, il a lâché son deuxième set hier contre Leonardo Mayer. Donc voilà, peut-être que c'est dû à ça. Il joue le prochain tour contre Ramos Vinolas, qui est passé contre Marco Cecchinato, l'Italien. Voilà, peut-être qu'il y a un coup à faire si vous avez plus d'infos ou quoi de votre côté. Peut-être qu'il y a un coup à faire avec Ramos Vinolas, je n'en sais rien.
Voilà, Ramos Vinolas qui n'est pas un expert sur cette surface-là, d'accord, qui n'a pas de points à défendre. Voilà, Gaël Monfils est sur une super forme, super ascension. Ça fait extrêmement plaisir de le retrouver ici, à ce niveau-là de la compétition, après avoir gagné à Rotterdam. Ça fait extrêmement plaisir de le retrouver à ce niveau. Faut savoir que demain il pleuvra, d'accord. Donc demain il va pleuvoir. On va avoir beaucoup de vent, on va avoir normalement pas mal de pluie. Donc c'est possible que demain les matchs de demain soient retardés, etc. Donc faites attention à ça, d'accord. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de vent aussi, ça tourbillonne beaucoup. Mardi normalement on devra retrouver du beau temps jusqu'à la fin de semaine. Mais attention parce que comme je l'ai dit, le vent va tourbillonner. Donc un coup il y aura le vent du nord, un coup il y aura le vent du sud-ouest, etc. Donc ça peut énormément jouer sur si les échanges sont longs entre deux joueurs, bien sûr. On va dire que pour un serveur c'est pas trop gênant en soi, même si ça peut l'être lorsque tout simplement il lance la balle. Mais bon. Voilà, c'est sur quelques secondes, sur un long échange, ça peut, si le vent tourbillonne, tous ceux qui utilisent le site, tous ceux qui peuvent faire des amortis, etc., ça peut vraiment jouer en faveur ou en défaveur de celui qui reçoit la balle. Donc voilà. Tout ça, c'est à prendre avec des pincettes et il faudra faire attention, en tout cas pour ceux qui veulent parier sur les matchs de lundi. Voilà les amis. Sachez que là, aujourd'hui, donc, on est à 6 heures, je crois, 6 ou 7 heures de décalage horaire, d'accord. Donc voilà, là il doit être 14 heures, il me semble, là-bas, enfin 14h12, là-bas. Et donc il fait bon, hein, voilà, tout simplement. Ou midi, non, il est midi, pardon, il y a 8 heures, oui, parce qu'on est en Californie, pardon, il y a 8 heures de décalage horaire, parce que à l'est, il y a 6 heures de décalage avec nous, et à l'ouest des États-Unis, il y a 8 heures de décalage, donc c'est ça. Il est midi, du coup. Que penses-tu de Bolt? Peut-il embêter Pella à tout à l'heure? Écoute, déjà, c'est deux gauchers. Donc déjà, ça va être sympa. C'est pas souvent qu'on a des matchs de gauchers. Guido Pella qui est un pur terrien, donc pas facile sur cette surface dure, mais qui ressemble un peu à de la terre, d'accord. Enfin pas un peu de la terre, mais dans un point de vue de rapidité et d'amorti de la balle, on s'en rapproche un peu. C'est-à-dire que c'est le seul tournoi qui d'ailleurs au passage est considéré comme un tournoi tellement prestigieux qu'il est considéré comme un 5e grand chelem. Donc voilà pour la petite anecdote. Pella est un pur terrien, il va s'y retrouver sur ce genre de surface, d'accord, mais il n'a pas de points à défendre. Bon, c'est pas la. Voilà, et là, la transition terre battue, parce que ça fait 2 mois qu'il se tape de la terre battue, enfin 1 mois et demi au moins. La transition terre battue dure n'est jamais facile à faire. C'est un joueur qui est assez intéressant, d'ailleurs, au service, ça sert plutôt bien. Il m'a agréablement surpris. Là, contre son dernier match. Alors j'ai un trou. Si tu peux me dire plus rapidement que moi contre qui il a joué le dernier match. Là j'ai un trou tout de suite là. Gulbis, c'est ça. Il a joué Gulbis en 3-7. Voilà, Gulbis qui était sur une forme assez bien, qui est un joueur d'indoor hein, quand même, Gulbis. Il préfère quand c'est rapide. Voilà, là Bolt s'en est tiré, c'est bien, c'est un qualifié. Voilà, contre Pella, bon, pour moi les cotes sont pas trop bien. Enfin, je pense que Bolt aurait pu clairement peut clairement prendre un set là-dessus. Bon, je vois bien Bolt aller prendre un set. Je trouve que c'est un match plus équilibré qu'il en a l'air de par les books. Ça m'a l'air plus équilibré qu'à l'accoutumée de ce que me présentent les bookmakers. Après, voilà, je trouve que la transition terre battue dure est jamais facile à faire. Surtout quand un joueur vient de toucher la terre pendant 1 mois et demi, 2 mois et qu'il a vu que ça. Guido, en plus, voilà, il a passé énormément de temps sur les cours. Donc peut-être que la fatigue va peser aussi sur lui. Faut regarder ça. Combien de matchs il a joué le petit Guido? Un petit Argentin. Alors oui, il aura plus d'expérience qu'Alex Bolt, hein, parce que voilà, Alex Bolt c'est un joueur plus réputé dans le circuit Challenger, d'accord, et non sur le circuit principal. Mais voilà, quand même, c'est c'est 18 matchs Guido Pella, déjà, en ce début d'année. C'est 18 matchs, 4 sur dur, avec 3 défaites et 1 victoire.
Et Bolt, c'est 13 matchs, donc il aura la fraîcheur, Alex Bolt, on va dire. Voilà, là, il a eu des qualifs assez faciles contre Quincy Banks. Là, il bat en 3-7 Gulbis. Voilà, là, Pella, il a pas montré. Il sort de Sao Paulo où il gagne. Voilà, il n'a pas montré non plus une supériorité incroyable sur les différents tournois qu'il a pu jouer sur Terre. C'est toujours un joueur redoutable sur Terre, mais sur dur, moi je l'ai jamais vu se transcender. Donc la surprise, d'accord, de par les bookmakers peut être envisageable. Oui, pour moi, Bolt 7 ou Bolt en sec peut être tenté si tu veux te faire plaisir. Valo du CRO. Voilà un peu ce qu'il en est. Au niveau, donc on va faire les matchs de ce soir, comme ça là tant qu'on y est, hein, on va faire les matchs de ce soir. On fera les tendances sur la victoire aussi, voir s'il n'y a pas des petits trucs à prendre au niveau les favoris. Je vais voir les tendances un peu, je vais faire un peu les présentations des différents favoris qu'il y a sur ce tournoi-là. Par rapport à ça d'ailleurs, déjà, on a beaucoup de monde de l'année dernière déjà. Donc l'année dernière c'est Del Potro, hein, Juan Martín Del Potro, qui donc malheureusement qui est blessé et qui jouera pas à Indian Wells et pas à Miami normalement. Voilà. Donc Del Potro n'est pas là. Il est joué en finale contre Roger Federer, d'accord, qui lui est bien là, d'accord, dans le troisième quart de tableau. Il manque, donc là on a Raonic qui était en demi et qui est passé contre Sam Querrey. Sam Querrey Raonic, c'était le quart de finale de l'an passé. Donc là, ça s'est passé hier. Raonic a gagné. Également contre Sam Querrey. Donc Raonic qui a une demi-finale à défendre. Donc ça sera important à regarder ce qu'il fait. Surtout qu'il a un nouveau coach. Qui est le coach normalement de Pierre-Hugues Herbert. Hein, c'est Fabrice Santoro. Pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Fabrice Santoro va coacher Milos Raonic sur le mois de mars. Voilà. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, c'est une donnée quand même à prendre en compte, d'accord. Il a une demi à défendre. Faut savoir déjà qu'il y a sur les 4 demi-finalistes qu'il y avait l'année dernière, donc c'était Roger Federer, Borna Coric et Raonic contre Del Potro. Il n'y en a plus que 2, vu que Coric s'est fait éliminer contre Ivo Karlovic, l'ancien croate, le vieux croate, qui a terrassé Coric, qui n'y arrive pas du tout d'ailleurs, le petit croate qui n'y arrive pas du tout depuis ce début d'année, depuis ce début de saison. Faut savoir aussi que Chung, qui avait été en quart de finale, n'est pas là sur ce tournoi là, que Anderson a déclaré forfait suite à une blessure au coude, il me semble. Oui, je crois que c'est le coude. Donc voilà, il a déclaré forfait, donc il devait jouer contre Marterer, l'allemand. Et c'est Kekmanovic qui le remplace. Donc voilà, ça va être intéressant à regarder parce que ça peut être une surprise. Et ces joueurs-là peuvent prendre pas mal de points. Un peu gratuits, on va dire, vu que Anderson libère quand même une bonne partie du tableau. Philippe Kohlschreiber qui lui donc est là, qui a des points à défendre du quart. Philippe Kohlschreiber qui a battu Nick Kyrgios la nuit dernière. Voilà, Nick Kyrgios, j'ai pas besoin d'en parler, mais voilà, je crois qu'il bat en 4 et 4 il me semble, hier. Voilà, et j'ai regardé un petit peu un poil de match de ce que j'ai vu, parce que j'étais intéressé sur un autre match. Mais j'ai regardé un poil de match et il n'y a pas photo. Voilà, Kohlschreiber fait le taf. Et voilà, il est plus sérieux, plus régulier que Nick Kyrgios. Voilà pour ça. Sympa pour Herbert, entre parenthèses, me dit Sergio. Ouais, tout à fait, c'est vrai que c'est pas cool. Alors, a priori, en coulisses, Herbert le prend pas si bien que ça. Hein. Le prend pas si bien que ça. Malgré tout, les affaires sont les affaires, j'ai envie de dire. Et si Santoro veut veut se faire une belle carrière de coach, c'est pas en restant avec Herbert qu'il va pouvoir s'en faire une belle. Donc voilà, donc je pense qu'entraîner Milos Raonic avec le potentiel qu'il a, voilà, après je pense que c'est mental qu'il doit bosser, hein, parce que la technique, voilà, il est pas, voilà, demain il aura jamais la même technique que Federer, mais il sera quand même intéressant voilà, il a un énorme potentiel, c'est juste dans le mental qu'il y a un problème pour Milos Raonic. Voilà, c'est un joueur qui est très compliqué, c'est très compliqué de compter sur lui, Milos. Malheureusement, même dans les grands rendez-vous, des fois il arrive à perdre. Je me rappelle le dernier tournoi, il a perdu contre Struff.
Donc voilà, c'est toujours un joueur assez surprenant qui arrive à faire des super perfs et, euh, et qui arrive aussi à complètement craquer contre un centième ou 150e mondial. Donc voilà, c'est un joueur assez surprenant. Tu fais pas ça en cours de saison? Ouais, je suis d'accord, en cours de saison, c'est un peu bizarre. Je pense, à mon avis, que c'était prévu. Je pense que c'était dans les petits papiers. Ça n'a pas dû se faire comme ça. Fabrice n'a pas dû se lever un matin en se disant, tiens, si j'allais coacher Miloche. Non, je pense que c'était dans les petits papiers. Je pense que Herbert était au courant. Après, pour le joueur, c'est jamais facile parce qu'il faut l'encaisser malgré tout. Après, voilà, un tennisman n'est pas autant dépendant, on va dire, d'un footballeur, d'un rugbyman ou quoi que ce soit, parce que le joueur fait un peu sa vie. Hein. C'est des joueurs qui, voilà, à part les jeunes, etc., mais un joueur comme Maronic ou Herbert, c'est des joueurs qui ont assez d'expérience, qui ont assez d'âge pour comprendre ce genre de choses-là. Donc voilà, Herbert, je le connais pas, enfin je le connais pas, je lui ai jamais parlé en face à face. Il y a certains joueurs français que moi j'ai déjà parlé et tout, avec qui le feeling passe bien. Mais de ce que j'en ai de connaissance d'Herbert, c'est pas un joueur qui a un ego surdimensionné, donc c'est pas un mec qui fout le bordel dans un vestiaire ou quoi que ce soit. Dans le groupe France, il a jamais il a jamais été auteur de problèmes ou quoi que ce soit. Donc voilà, je pense qu'il l'encaisse plutôt bien. En vérité, je pense pas que ce soit un gros problème pour lui. Voilà. Et si ça peut permettre à Miloš Raonic de faire des progrès, eh ben on dira bravo Fabrice. Et à partir de ce moment-là, peut-être qu'il y a un truc qui peut se faire avec Fabrice Santoro. Donc voilà les amis. Je bois un coup. Hein. Il y a un physique de verre à Raonic, ouais, bah c'est le problème de beaucoup de joueurs hein, malheureusement. Après il y a beaucoup de joueurs qui jouent blessés, qui ne le disent pas forcément en conférence de presse. Et pour le coup, ils sont quand même là, quoi. Donc ils jouent quand même blessés. Donc voilà. On a quelques matchs qui sont partis, il me semble. On a quelques matchs qui sont partis comme du Lajovic, Silic, donc ça je vais pas en parler. Non, c'est pas encore parti. Lajovic, Silic, non, c'est pas encore parti. Ok. Ouais, c'est Medvedev, McDonald qui va partir. Qui est parti, pardon. Ok, donc tous ces matchs-là, là. Krajinovic qui a pris un set contre Goffin. Nishikori qui a pris le premier set contre Manarino. Il y a un set partout entre Rublev et Azeu. Ok, donc tous ces matchs-là, je vais pas en parler. Et je vais parler un petit peu plus des autres. Si vous voulez des avis sur des matchs, etc., n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'hésiterai pas à vous en faire part, les amis. Donc voilà. Schwartzmann contre Carbales Baena, deux terriens. Deux terriens, clairement. Je trouve les cotes complètement folles. Schwartzmann autant favori, c'est un peu du n'importe quoi. Je trouve à mon goût. Schwartzmann ne représente pas énormément ne montre pas énormément de confiance, pardon, sur ces derniers jours. En plus, il faut passer la transition terre dure, c'est jamais simple. Carbales est un pur terrien aussi. Alors lui, il n'y a que la terre qui compte pour le coup. Voilà, ils ne se sont jamais affrontés sur le circuit principal, ces deux joueurs-là. Je ne vous conseille pas de regarder le match. En vérité, ça va être beaucoup de passe-passe, beaucoup à celui qui va faire la faute. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de coups gagnants. Il y en aura sûrement plus du côté de Diego, mais il n'y en aura pas énormément du côté de Carbales qui est un joueur qui défend bien sa largeur de cours. Et il va sûrement essayer de faire fauter Diego. Donc il risque d'y avoir des longs échanges sur ce match-là, un peu un match comme un match de terre battue, quoi, tout simplement. Donc ces deux joueurs qui, même s'ils se sont jamais affrontés dans la vie, ils se connaissent assez bien. De mémoire, il me semble que je les avais déjà vus sur des photos, etc. Bref. Mais voilà, Carbales Baena qui a battu Harrison, américain. Je suis assez surpris d'ailleurs qu'il l'ait battu comme ça 2-0. Voilà, faudra voir ce que fait Schwartzmann parce que Schwartzmann n'est vraiment pas terrible en ce moment. Je trouve qu'à 1,33 là, c'est vraiment, enfin 1,30 grosso modo, c'est vraiment pas du tout value. Même à mettre dans un combi ou quoi, ça me tente pas. Je serais plus dirigé à prendre un Carbales Baena 7, qui me paraît plus cohérent sur le coup. Donc voilà, ou alors pourquoi pas tenter la grosse cote à 3,81 et prendre Carbales, pourquoi pas, en minimisant tout ça. Quentin me dit Pella. Alors Pella, on en a déjà parlé.
Pella contre Bolt, moi je trouve que la cote de Pella en vaut pas forcément la peine. Je crois que ça tourne autour de 1,45 cette histoire. Ça en vaut pas forcément la peine. Le petit Alex Bolt là, il montre quand même de belles choses, même si c'est contre Gulbis qui préfère quand même les surfaces un peu plus rapides que l'Indian Wells. C'est bien déjà qu'il ait pu battre Gulbis déjà, c'est bien, même si c'était en 3-7, c'était accroché. Je m'attends un peu le même style de match, c'est-à-dire un match un peu accroché, peut-être en deux tie-break ou en 7-5, 7-6, un truc un peu chiant comme ça. Voilà, c'est pas impossible que Guido craque un peu sur son jeu de service et que derrière ça rebreak. Enfin voilà, il y a peut-être pas possibilité qu'il y ait pas mal de breaks sur ce match-là si Pella commence à choke un peu sur son jeu de service. Donc voilà, sur dur il n'y a pas photo, Schwartzman largement au-dessus quand Carvalhes. Bah franchement, les cotations, non. Enfin moi je trouve pas dans le jeu, je trouve pas forcément. Et en fait je trouve que juste c'est pas valu. Voilà, je trouve que c'est juste pas valu le 1,30 là de Schwartzman. Je le trouve pas valu et pour moi je le mettrais pas dans un combiné. Après voilà, après c'est un choix, mais moi je parle en termes de value. Pour moi personnellement Schwartzman, je le mets pas dans ma liste, je le mets pas. Niveau résultat sur dur, c'est Diego est loin devant. Ouais, on est d'accord. Même historiquement, Diego est loin devant, etc. Mais voilà, j'ai pas une confiance incroyable en Diego. Et si vraiment je devais prendre un truc sur ce match-là, ben je pense pas que je prendrais Diego en sec. Après, normalement, il devrait gagner. Hein. Il a largement les capacités pour gagner. Mais si Carbales veut essayer de jouer le coup de trop. Eh ben, ça peut vite être chiant pour Diego Schwartzman. La seconde balle de Carvalho est encore plus attaquable que celle de Diego. Ouais, complètement. Là, par contre, c'est vrai, je te l'accorde. Au service, ça va pas être. C'est pour ça que c'est pas un match à regarder d'ailleurs, parce qu'au service, ça va être un peu le foutoir. S'il y en a qui arrivent à bien retourner, le premier qui arrive à bien retourner devrait gagner le match normalement. Voilà pour ce match-là. Shapovalov contre Johnson. Pas facile ce match-là parce qu'on a deux joueurs. On a deux joueurs quand même qui ont 10 ans d'écart. Hein, et puis ils n'ont pas forcément le même jeu. Shapovalov, Denis qui a un gaucher, d'accord, donc toujours anticiper ça. Hein, quand il y a un droitier qui joue contre un gaucher, il faut toujours essayer d'aller voir comment joue Johnson contre un gaucher. Et il joue bien. Généralement, Johnson contre des gauchers, il s'en sort plutôt bien. Son slice est assez relou hein, pour un gaucher d'ailleurs, on va pas se le cacher. Il va pas être forcément mis en avant sur cette surface qui est assez lente pour Johnson, donc un peu compliqué de voir clair sur le jeu de Johnson, qui en plus est très irrégulier et qui varie entre le bon et le moins bon, donc un peu compliqué de voir clair pour Johnson. Malgré tout, bon. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Il a gagné contre son collègue américain Tyler Fritz en 2-7. Kukushkin n'y arrive vraiment pas du tout. Depuis Rotterdam, on va dire. C'est pas terrible parce que Berdych lui a donné le match à Rotterdam. Et après, derrière, à Marseille, il s'est fait éliminer au premier tour. Donc voilà, à Montpellier, il fait quart, c'est ça, il fait quart, je crois. Donc voilà, Johnson, c'est compliqué de prendre un truc contre Johnson dans l'état de forme qu'il est actuellement parce que, comme je l'ai dit, il alterne vraiment le bon et le moins bon. Le léger Favo et Shapovalov. Pour moi, Shapovalov a quelques armes pour embêter Johnson. Malgré tout, le size de Johnson va être vraiment relou à contrôler pour lui parce que la balle va beaucoup tourner avec le vent, etc. On ne sait pas dans quel sens va aller tourner la balle et c'est possible que celui qui veut essayer d'aller chercher le coup gagnant fasse la faute directe. Donc attention à ce match-là. Si je serais vous, je prendrais du live, d'accord. J'ai rien du tout qui m'accroche sur ce match-là, mais voilà, moi je prendrais du live si vraiment je devais prendre quelque chose sur ce match-là. Pour moi, il n'est pas dans ma liste ce match-là. Voilà, je le mets pas dedans. Je pense que du live peut être plus intéressant pour voir un peu comment Denis Shapovalov arrive à contrôler cette balle-là qui arrive sur sa patte gauche, pour voir comment lui il arrive à contrôler son slice. Les kicks aussi que peut jouer Johnson par moment. Je pense aussi que ça peut y avoir beaucoup d'amortis sur ce match-là. Ça peut être très intéressant à regarder. Pas forcément hyper spectaculaire, mais il peut y avoir beaucoup d'effets, etc. Ça peut être sympa avec le vent qui peut s'y jouer dans la partie.
Voilà, c'est plus un match pour moi à regarder et peut-être à prendre en live plutôt qu'en preview. Les deux joueurs ne se connaissent pas forcément, enfin ils se connaissent, voilà, américains et canadiens, mais ce que je veux dire c'est qu'ils se connaissent pas, ils n'ont jamais joué l'un contre l'autre. Donc voilà, je suis un peu perplexe vis-à-vis de ce match-là et les books, voilà, ont mis léger chapeau Paloff et moi c'est ce que j'aurais potentiellement mis, donc voilà, je vois pas forcément de value sur ce match-là. Isner, Popirine, Isner, voilà, on connaît Isner, on connaît tous le jeu d'Isner. Contre Popirine, je crois que c'était un Australien, il me semble, je vais vérifier ça. Le live est en effet tout indiqué, effectivement. Alexei Popirine, pardon, qui est né en 99. Il a fraîchement... non, il n'a pas encore 20 ans, il a 19 ans. Très bon serveur, qui est un adepte du dur. Même si voilà, il reste quand même perfectible par moment. Il est passé par les qualifications de ce tournoi-là auquel il n'a perdu aucun set. Il a joué contre Mounard qui est un pur terrien et Alexei Popirine a gagné contre Mounard. Voilà pourquoi la transition, c'est un des exemples, par exemple, où Popirine est très... la transition terre-dur est très compliquée à aller chercher. Isner qui revient de la demi-finale contre Kyrgios, une demi-finale que j'ai vue en intégralité à Acapulco. Bon, voilà, c'est toujours compliqué parce que Kyrgios sur un voilà, c'est incontrôlable, il est incontrôlable ce joueur et il est très difficilement visionnable. C'est très compliqué de voir ce qu'il va faire et ce qu'il est capable de faire. Parce qu'il est capable de grandes choses et il alterne vraiment le bon et le moins bon. Isner qui a joué son match, qui a pas manqué grand chose pour gagner contre Kyrgios. Je l'ai senti bien à Acapulco, c'est pas un tournoi pourtant qui raffole parce qu'il avait jamais rien fait jusqu'alors là-bas. Mais voilà, là il joue à Indian Wells. Je crois qu'il a pas de points à défendre plus que ça, Isner. Ouais, c'est ça, il s'était fait éliminer au deuxième tour l'an dernier. Donc voilà, il n'a pas plus de points à défendre. Popirine, c'est sa première. C'est un jeune, il a peu d'expérience. Je pense que ce match-là peut vraiment tourner à l'avantage d'Isner. Après, la cote à 1,25, voilà quoi, la cote à 1,25 me fait vraiment pas grand chose, pour pas dire autre chose. Quand même, je suis en public. Quand je suis avec le groupe privé, je peux me permettre de dire des trucs, mais là je suis en public, donc je vais faire ça bien quand même. Mais voilà, en plus c'est un duel de serveurs. Je raffole pas des duels de serveurs. Clairement, ce match-là, ça peut être 2 tie-breaks, ça peut être 7-5, 7-6. Voilà. C'est vraiment pas un match à regarder, pas super intéressant. Intéressant de voir quand même le petit Popirine ce qu'il va donner, s'il va pouvoir supporter la pression, Isner qui est à domicile et tout. Bon, on peut espérer quand même que Isner, même s'il n'a pas de points à défendre ou quoi, qu'il puisse au moins passer ce stade-là, quoi. Voilà, quand même, quoi. Au moins qu'il fasse le job. On peut compter sur Isner quand même pour faire le job. C'est un joueur qui lâche peu de matchs. Et qui généralement essaye de tout donner sur un court dans ses capacités physiques, dans son jeu, dans la technique qu'il a. Donc voilà, ils se sont jamais joués. Bon, un 25 ça me branche pas. Franchement, ça me branche pas du tout. Après, voilà, je m'orienterais sur Isner, sur une cote qui serait plus grosse. Là, la cote me raffole pas. Donc voilà, après avoir fait le tour comme ça, voilà, ça me rend pas dingue. Et Krajinovic qui gagne 2-0, les amis. Donc le petit bet en live, pardon, qui passe pour le groupe privé, ça fait plaisir. Fonini, Albot, alors là, compliqué parce que Fonini, c'est un peu la même trempe de joueur que Nick Kyrgios, c'est très compliqué pour analyser et voir ce que ces mecs-là vont faire. Bon, ils se sont joués l'année dernière à Pékin. Fonini a gagné en 3-7. Pas grand chose à dire de ça. Radio Albot qui est en pleine confiance, en pleine bourre parce qu'il vient de gagner à Delray Beach. Donc dans des conditions un peu similaires à Indian Wells, un peu au niveau Delray Beach, c'est une bonne répétition pour Indian Wells. Donc c'est bien. C'est bien. Il est passé par les qualifs où il perd pas un set. Bon, il joue Kruger et Laco, donc il fait le job, quoi. Donc c'est bien, il est sérieux. Derrière, il joue Marius Copil, qui est un joueur assez relou parce qu'il a une grosse puissance quand même, le roumain.
Donc c'est bien ce que nous fait Radu Albot là sur ce début de saison. Il est plutôt bien, je l'ai vu jouer en salle et tout en mois de février, c'était plutôt intéressant ce qu'il proposait. Et il est favori d'ailleurs pour les books contre Fonini, donc c'est assez surprenant parce que bon, ceux qui suivent un peu de loin le tennis et qui disent ouais Fonini, 17e mondial et tout, c'est quand même Fonini et tout. Mais pour le coup, ouais, mais Fonini est sur 4 défaites de rang. Il n'y arrive plus du tout. En plus, il a fait une tournée là sur terre battue. Il a fait une tournée sur terre, donc bon là il s'est arrêté au troisième tour contre Carreno Busta à l'Open d'Australie. Derrière il va à Cordoba, il se fait taper par Bedene. Derrière il va à Buenos Aires, il se fait taper par Munar. Et il fait à Rio, il se fait taper contre Roger Aliassime, vainqueur finaliste du tournoi. Donc voilà, c'est intéressant de voir. Ah, et Manarino qui prend le premier set, les amis, contre Kei Nishikori. Donc c'est intéressant de voir ce match-là. Je suis pas chaud du tout pour prendre quelque chose sur ce match-là. Si pour moi il y avait quelque chose à prendre, je prendrais la tendance de la forme, c'est-à-dire celui de Radu Albot. Je pense que Albot prend un set devrait être le plus safe du safe sur ce genre de match-up là. Après voilà, je suis pas un grand fanat de Albot malgré tout. Faut voir comment il joue, faut voir un petit peu au niveau du quand le quatrième ou le cinquième jeu s'est passé, peut-être en live, peut-être que vous pouvez prendre un truc intéressant. Pour moi, je pense que c'est à ce moment-là que je pourrais peut-être prendre un truc intéressant sur ce match-là. Mais voilà, faut voir. Je pense que le fait que Albot soit léger favori contre Fonini, c'est intéressant de la part des books parce que ça veut dire qu'ils savent pas du tout comment se positionner et que Fonini malgré tout, même s'il a perdu 4 matchs de rang, il reste quand même un adversaire qui est quand même redoutable quand il se met à jouer. Donc voilà, toujours très compliqué de bet contre Fonini ou pour Fonini. Voilà. Moi sur ce match-là en preview je prendrais rien. Si vous voulez vraiment prendre un truc pour moi je m'orienterais plus sur Radu Albot. Mais Fonini, s'il joue, s'il est concentré, Albot il touche pas. Voilà, c'est 2-0 et point barre. C'est 2-0 Fonini et point barre quoi. Voilà. Mais je sais pas quelle est la motivation de Fonini sur ce tournoi. Donc voilà, est-ce qu'il a des points à défendre, notre ami Fonini? Je crois qu'il s'est arrêté au deuxième tour, il me semble, de mémoire. J'ai un trou, mais je crois que c'est ça. Ouais, deuxième tour, c'est ça. Donc bon, il joue en double d'ailleurs, notre ami Fonini, et il joue avec Djokovic en double. Donc ça peut être sympa si vous avez la capacité de regarder le double, ça peut être sympa parce qu'il y a deux bons caractères là quand même, l'un avec l'autre, donc c'est cool. Jérémy, salut, ça va bien? Ouais, ça va bien. J'espère que vous aussi ça va bien. J'espère que bon, la musique, je l'ai pas mis trop forte histoire que vous m'entendez. Mais voilà, j'espère que ça va aussi. Il la sait pas lui-même. Ouais, non, il la sait pas lui-même. Hein. La forme qu'il a, la confiance qu'il a, clairement, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà. En tout cas, ça fait plaisir, les amis. N'hésitez pas à commenter si vous voulez des avis ou quoi que ce soit. Je vous fais un petit peu la liste des matchs là, de la soirée et de demain. Et puis voilà, n'hésitez pas à me reprendre. On en parle tous ensemble, les amis. Ça me fait extrêmement plaisir. Fucsovics contre pour moi Albot 1-9. Ouais, bah écoute, je suis de ton avis. Hein. Si j'avais un truc à prendre sur ce match-là, je prendrais la forme et je prendrais Albot. Je pense qu'à 1-9, ça peut potentiellement être intéressant. Mettre un petit billet dessus, pourquoi pas. Fucsovics contre Stan. Alors c'est intéressant ce match-up parce que les deux joueurs se connaissent assez bien, ils se sont déjà rencontrés 3 fois, 2 fois sur dur, et Stan a gagné 2 fois, et Fucsovics a gagné sur terre l'année dernière à Genève. Donc c'est intéressant, avantage psychologique on va dire pour Wawrinka. Wawrinka qui a battu quand même, à noter, hein, c'est pour ça c'est important de connaître les surfaces, a battu Fucsovics à Toronto et Cincinnati, des tournois où ça va vite, d'accord, la surface c'est très rapide. Donc il faut faire attention à ça. Stan qui est en pleine bourre.
Stan qui va bien, il fait plaisir à voir jouer. Alors il s'est fait éliminer en quart contre Kyrgios, hein, à Acapulco, mais dans son jeu ça va bien, ça va mieux. Il a toujours ces petits sauts de déconcentration qui font que par moment il décroche. Mais voilà, il fait finale à Rotterdam, il perd contre un Monfils en feu, un Monfils qui a eu beaucoup de chance aussi. Stan qui a craqué un peu au mauvais moment, quoi, dans le milieu début du troisième, milieu du troisième, donc derrière c'était un peu compliqué. Mais une finale un peu bizarre d'ailleurs, beaucoup de hauts et de bas dans cette finale-là de part et d'autre. Bref, mais voilà, Stan qui quand même a beaucoup de confiance. Je pense il fait une grosse prépa, enfin il a préparé il fait un bon gros début de saison pour essayer d'être en forme pour Roland Garros et de paraître dans le haut du classement enfin dans la continuité du tournoi à Roland. Le problème de Stan, c'est quoi? C'est qu'il fait beaucoup de fautes directes. C'est ça le problème, c'est il fait beaucoup de fautes directes et que dans le jeu, en fait, il engage beaucoup trop, il en met beaucoup trop dehors, alors qu'il a tellement la capacité de pouvoir terrasser n'importe qui. C'est chiant parce que c'est un joueur que je pense qu'on l'apprécie. Déjà, bon, il est suisse. Il parle français et tout, mais au-delà de ça, il parle pas que français d'ailleurs. Mais au-delà de ça, voilà, c'est un joueur on peut avoir des attaches et ce que je peux comprendre. C'est un joueur qui est pour moi quand même un peu surcoté par les books quand on voit le jeu qu'il fournit. Et là encore, il est encore voilà, beaucoup trop surcoté pour moi face à Fucsovics. Fucsovics quand même a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Il a rarement de chance quand même sur les tirages au sort, hein, parce que voilà, à Dubaï, il tombe dans la partie de tableau de Federer. À Rotterdam, il est dans la partie de tableau à Nishikori. Bon, à Sofia, il perd contre Medvedev. Enfin, il est dans la partie de tableau à Medvedev et il perd contre Medvedev. Bon, voilà quoi, c'est pas facile quoi, enfin pour lui, mais à chaque fois il accroche. Là, il fait finale à Sofia, il fait quart à Rotterdam, il fait quart à Dubaï, donc voilà. Il bat toujours un ou deux mecs à chaque fois quand il passe les tournois. Donc c'est intéressant parce que Fucsovics, malgré tout, c'est un joueur qui est, comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Pour moi, je pense prendre Stan en sec n'est pas intéressant à 45. Pour moi, ça ne l'est pas. Prendre un set de Fucsovics l'est beaucoup plus. Pour moi, il y a clairement valu pour Fuxo. Ben voilà. Tony, on est d'accord. Pour moi, il y a de la value aussi à 2,99 là pour Fuxovic. Ça me paraît plus intéressant qu'à 1,45 le Stan. Beaucoup de gestes sur Stan. Pourquoi? Parce que c'est un nom. Parce que il est malgré tout en forme aussi. Voilà, il a fait finale à Rotterdam et tout. Donc c'est des trucs qui font que les books, eux, dans leur algorithme, ils le calculent. Il manque de constance, c'est passé contre Evans. Ouais, alors Daniel Evans qui lui était complètement rôti aussi. Hein, voilà, il était complètement rôti aussi après son. Il a perdu en demi-finale en challenger d'Indian Wells. Il a fait finale à Delray Beach, le finale qui perd au tie-break. Donc là, psychologiquement, c'est quand même compliqué. Voilà, donc voilà. Par contre, il est en pleine bourre hein, quand même, malgré tout, parce qu'il gagne le challenger de Quimper juste avant Delray Beach. Il perd, donc il passe en qualif assez tranquillement de l'Open d'Australie et derrière il perd contre Federer à l'Open d'Australie. Donc attention quand même à Evans parce qu'il fait une belle partie de saison. C'est un joueur sur dur qui est très intéressant. Même en indoor, c'est quand même assez intéressant. C'est un joueur qui a de l'expérience. Faut faire attention parce qu'il est souvent sous-coté. Et Evans, et voilà, là il a pris un set contre Stan. C'est passé contre Stan. Enfin, c'est pas passé pour lui contre Stan, mais attention, il faudra le voir sur d'autres tournois. Bon, à Miami, je m'attends pas à le voir en huitième ou en quart, mais sur des tournois en 250 ou 500, c'est toujours intéressant et il faudra voir ce qu'il est capable de faire. Donc voilà, pour moi, je m'orienterai plus sur le set de Fucsovics me paraît plus intéressant sur ce match-là. Voilà. J'ai pris Lopez 7 à 1,9. T'en penses quoi? Alors, Lopez, t'en es où? Lopez, il est où? Mon ami Feliciano qui a battu Thomas Berdych
en 2 tie-break. Et il joue contre Karen Khachanov. On va faire ça un peu dans le... Enfin, c'est pas dans le nord de partie, mais c'est pas grave. Et ben les cotes ont beaucoup évolué. Les cotes, normalement, ont évolué en faveur de Feliciano, c'est-à-dire qu'elles ont baissé par rapport à celles que j'ai vues moi en premier. Beaucoup ont pris Feliciano. Alors le problème de Feliciano, c'est que malheureusement, il est sur la fin, d'accord, c'est sa dernière saison, donc c'est compliqué de compter sur un mec qui fait sa dernière saison quand même. C'est pas facile en soi. Il a un 8e à défendre, Feliciano, donc ça peut être intéressant dans l'absolu à prendre en compte quand même. Là, c'est le second tour. Donc voilà. Khachanov, comment dire, Khachanov, c'est compliqué ce début de saison. Il n'y arrive pas du tout. Il est à l'envers. Dans son jeu. Il s'est pris 3-0 à l'Open d'Australie et contre Bautista Agut et il n'y avait pas photo. Quand tu regardes le match, il n'y a pas photo du tout. Les joueurs ont été sur 2 planètes différentes. Il joue pour la Russie en Coupe Davis et derrière il se fait battre 3 fois sur les 3 tournois à Sofia, Rotterdam et Dubaï. Il perd contre Berrettini, il perd contre Griexport, il perd contre Basilashvili à Dubaï. Autant dire que le Khachanov est pas dans les meilleures dispositions pour arriver sur ce Masters 1000 là. Feliciano a quand même des points à défendre, les points de 8ème. Donc voir Feliciano à 3,66 en sec, voilà, c'est compliqué quoi. Donc bon, j'ai beaucoup de mal. Khachanov au niveau des head-to-head a gagné 2-0 contre en 2016. Bon, c'était en Chine. C'était en Chine qu'il a gagné contre Feliciano. Voilà, un peu compliqué parce que Feliciano, il a repris sa raquette. Ouais, c'est ça. C'est un joueur ça fait longtemps qu'il est sur le circuit. En plus, il est beaucoup plus fort sur des surfaces rapides, sur du gazon ou sur de l'indoor. Voilà, c'est un joueur sur du gazon qui est très très fort. Enfin, moi en tout cas que j'aime bien. Mais sur dur, ça peut l'être, mais sur des surfaces plus rapides. Et Indian Wells, c'est pas forcément. Enfin, il n'est pas une surface rapide, il est une surface assez lente. Donc c'est un peu compliqué. Je suis un peu tiraillé parce que je me dis, au niveau potentiel, Khachanov c'est beaucoup plus impressionnant que Feliciano qui est sur la fin. Mais en même temps, quand on voit la forme de Khachanov, c'est compliqué de prendre quelque chose, surtout à un 38, je crois. Donc voilà. Donc le set de Feliciano me paraît encore plus intéressant sur ce match-là. En plus, gaucher et droitier, voilà, jamais facile d'appréhender ça aussi pour un droitier. Après, Khachanov se défend plutôt bien, il me semble, contre les gauchers. Donc voilà. C'est compliqué de se positionner là-dessus. Il a joué un Berdych qui est un peu cramé. Feliciano, il est un peu claqué en ce moment, Berdych. Depuis pas mal de fois, il est passé et tout un peu à l'arrache là. Là, il est un peu claqué le Thomas. Faudra checker quand même parce qu'il est pas mal surcoté aussi par moment. Il m'a beaucoup déçu là sur le match d'avant. Après, il prend 2 tie-break, donc pour moi, ouais, c'est compliqué. 2 tie-break, c'est pas la force. Enfin, pour moi, c'est un match hyper équilibré et voilà, 2 tie-break, ça veut rien dire quoi. Donc voilà, mais il perd contre Koric là, qui arrive pas du tout en plus à Dubaï. Il avait gagné en 3-7 contre Ivashka. Bon, Ivashka c'est chiant parce que ça sert bien, mais après au-delà de ça, bon. Pas non plus, dès que tu retournes après derrière c'est quand même assez simple. À Rotterdam il perd contre Shapovalov, bon. Ouais, il fait une demi à Montpellier, mais bon voilà quoi, c'est pas ouf quoi. Donc bon, il avait fait plutôt une bonne il avait gagné en fait il avait perdu en finale à Doha, donc on s'était dit c'est cool pour Berdych. Je l'ai trouvé très bien en ce début de saison, il l'est beaucoup moins bien. Donc à voir aussi à Miami ce qu'il va faire le Thomas Berdych. Mais en tout cas, Feliciano, c'est un peu compliqué. Ouais, comme dit Sergio, je pense qu'il faut peut-être pas toucher à ce match et peut-être le prendre du live. C'est ce qui me paraît le plus sage. Prendre du live. Après voilà. Moi, le fait quand même que des points soient à défendre pour Feliciano, ça me fait quand même pas mal pencher sur le fait que Feliciano peut au moins prendre un set, quoi, peut au moins se défendre
et va au moins essayer de tout donner pour récupérer pour ne pas perdre de points, d'accord, même si c'est sa dernière saison et tout, c'est quand même important pour ces mecs-là. Voilà pour ce match-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors Bolt Peller on a fait, ça on a fait. C'est intéressant ça. Urkakze contre Pouille. Intéressant ce match parce qu'on est sur deux joueurs qui sont jeunes. Hein. Alors Urkakze est plus jeune que Pouille. Pouille a plus d'expérience. Pouille qui a fait demi perdu à l'Open d'Australie contre Djokovic, donc très beau début de saison de la part de Pouille. Ça fait extrêmement plaisir. On l'a pas revu après depuis Montpellier, donc c'est-à-dire que ça fait un mois qu'il n'a pas joué un match officiel, d'accord. Il a perdu en 3-7 contre Marcos Baghdatis, le chypriote. Urkakze qui a fait un match sérieux contre Donald Young, hein. L'Américain qui est clairement pas en forme physique, hein, il n'a pas fait de préparation physique assidue, l'Américain, donc ça me paraît logique dans l'absolu qu'il gagne. Après voilà, Urkakze, dès que tu retournes son service derrière, t'as de bonnes possibilités pour gagner le match, quoi. Donc voilà. Salut Luigi, hola copain, je vois bien Urkakze gagner. Mais écoute, on va en parler. C'est aussi ma logique quand ça s'ajoute à la mauvaise forme du Russe. Ouais, tu parles de Lopez Kachanov. Écoute, moi je suis d'avis à prendre plus du live là-dessus. Et si j'avais un truc à prendre, je pense que mince. Feliciano 7 me paraît le mieux. Pour revenir sur Urkakze Pouille, écoutez, le Urkakze est en pleine bourre. Et en pleine bourre sur dur. Sa surface favorite. C'est un joueur qui est tout neuf, donc il a tout à prouver, ce joueur-là. C'est un joueur de la next-gen. Il a tout à prouver. Il est déjà 67e mondial. C'est quand même énorme, vu le profil du joueur. J'aime bien ce petit joueur là qui est pas mal. Je l'aimais pas du tout il y a 2-3 ans quand je l'ai découvert. Et ça va mieux, j'arrive à mieux le voir jouer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'arrivais pas du tout à le voir jouer, donc voilà. Mais il joue Lucas. Et Lucas qui, quand il veut, il peut vraiment faire de belles choses. Alors, il y a une possibilité de faire du surbet si vous avez des bookmakers que je vais vous énoncer maintenant. L'un des bookmakers, mais pas celui que moi je raffole, d'accord. Je ne conseille pas d'être dessus, mais si vous êtes dessus, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de prendre du 2-14 Urkakze sur 1xbet et de prendre du 2-10 sur Ladbrokes Pouille, d'accord. De prendre Pouille 2-10 sur Ladbrokes et Urkakze à 2,14 sur XBet. Voilà, donc si vous voulez gagner de l'argent les amis, vous faites ça. Et comme ça vous êtes sûr de gagner. Voilà, tout simplement un petit surbet. Le problème c'est que Pouille, sa cote a déjà trop chuté. Ouais, exactement, Pouille a beaucoup chuté. Moi j'ai vu des cotes beaucoup plus hautes que ça concernant Pouille. Les bookmakers à la sortie ont mis Urkakze légèrement favo. Mais ça joue à rien, hein. C'est du 1,90 en gros. Donc voilà, si moi c'est un peu compliqué. Est-ce que Pouille va être en capacité de pouvoir retourner Urkakze? Je n'en sais rien. Un peu compliqué parce que le mec a pas joué depuis un mois, donc comment vous voulez vous baser sur quoi? Sur des trucs qui se passent à un mois? Non, c'est pas possible. Donc et puis la surface de l'Open d'Australie est complètement différente de celle d'Indian Wells, donc on peut se reposer sur pas grand chose. Lucas qui lui n'a pas de points à défendre, hein. Et Urkakze non plus vu que c'est sa première fois, c'est son dépucelage à Indian Wells. Donc voilà un match quand même un peu pour plus du live qu'autre chose. Lucas, le fait qu'il se repose beaucoup sur sa puissance de frappe avec son gros coup droit me paraît quand même une de ses armes principales pour aller chercher les coups gagnants, pour aller chercher le match, d'accord. C'est là où ça va jouer. Je pense que s'il est trop attentiste Lucas et qu'il laisse trop installer Urkakze, je pense clairement que Lucas va perdre ce match. En fait, si Lucas prend les choses en main, il va gagner. Je pense qu'il est vraiment en capacité de gagner ce match. Il faut qu'il prenne l'échange à son compte et qu'il se donne les moyens de gagner ce match, tout ça.
Tout simplement, les amis. S'il est trop attentiste et qu'il se fait un peu bercer par le jeu de Horcax, je pense pas que ça passe et ça se jouera à des détails. Voilà. Hop. Donc ça c'est fait. Donc ouais, plus du live là-dessus pour moi. Break Manarino, 3ème set. Ah, ça peut être intéressant ça. Pour ceux qui font un peu de live ou qui suivent le match en même temps qu'ils regardent le live. Ça peut être intéressant. Medvedev qui est tenu un peu là par McDonald. Match de serveur, jamais trop intéressant. À voir ça. Et Carbales Baena qui a breaké d'entrée contre Diego Schwartzmann. Pour l'instant, mes dires du début du live sont pour l'instant vrais. On va voir, mais je pense que, comme je l'ai dit, je pense qu'il y aura pas mal de breaks et des breaks sur ce match. Donaldson contre Nadal. Alors là, normalement, il n'y a pas photo. Je vais faire assez court là-dessus. Mais normalement, il n'y a pas photo. Donaldson qui reprend la raquette depuis peu. Nadal qui est là pour gagner le match, donc pour gagner le tournoi. Donc clairement, s'il n'est pas en capacité de battre Jared Donaldson, qui quand même a beaucoup de talent, qui est un jeune qui a chuté dans les profondeurs du classement, mais ne vous basez surtout pas sur son classement parce qu'il ne veut absolument rien dire. Nadal qui avait mis à Shanghai 2-1 à Donaldson. Mais attention, c'était pas du tout le même Donaldson que maintenant. Donc voilà. Alors après, Nadal, c'est un 0-6, donc vous pouvez rien faire du tout avec ça. C'est pour ça que je vais passer assez rapidement. Malgré tout, voilà, Nadal qui a perdu quand même contre Kyrgios à Acapulco. Donc quand même à vérifier. Il faudra faire attention dans un match où on connaît quand même les problèmes qu'il y a eu sur ce match-là après en conférence de presse. Il y a eu plus d'euphorie en après-match, on va dire, que pendant le match, limite. Donc voilà. Donaldson qui a battu Ito. Là, il a joué au Challenger. Il perd contre Giraldo en Challenger quand même. En 3-7. Donc là, ça annonce que le mec est pas forcément en confiance. Il perd à Del Rebic contre Garcia Lopez. Bon voilà quoi. Et juste avant, il jouait à Toronto. Avant Del Rebic, c'était Toronto l'année dernière, au mois d'août. Donc le mec revient de blessure et tout. Voilà, aucun moment pour moi je le vois faire quelque chose contre Rafa Nadal. Mais attention parce que je pense que ce joueur-là, s'il prend un peu de confiance, qu'il arrive à faire pas mal tourner les jambes, qu'il joue des tournois, je pense que c'est un joueur qui a besoin de jouer, de pas mal jouer. Ça m'étonnerait qu'on le voit pas sur des challengers ou quoi que ce soit, Donaldson. Donc peut-être que pour ceux qui parient sur les challengers, peut-être que ça peut être intéressant à suivre. Le pari est pas maintenant sur les 2-3 prochains matchs, mais essayez de voir un peu sur la continuité ce que ça peut donner. Et franchement, Donaldson peut revenir à un bon niveau, alors pas top 10, faut pas déconner, mais à un niveau intéressant, un top 30, top 40, et essayer d'aller choper du gros. Gilles Simon contre... Alors ça c'est les matchs de demain, d'accord. Là les matchs de la nuit je les ai faits. Les matchs de demain, donc là c'est sous réserve des infos, d'accord, parce que évidemment il y a peut-être des infos qui peuvent circuler d'ici là. Gilles Simon contre Dominic Thiem. Alors là, ces deux joueurs se connaissent très très bien. J'ai bet Donaldson, me dit Luigi. Bah écoute, ouais, tu tentes ta chance, pourquoi pas, sur un malentendu, ça peut le faire. J'ai beaucoup de mal à y croire, très sincèrement. Mais pourquoi pas, c'est une cote à 10, donc pourquoi pas. Debreak Nishikori. Ouais, ça va être tendu comme match, ça, les amis. Ça va être très tendu et ça va être intéressant en même temps à regarder pour vous. Donc ça va être sympa. Hop, je reprends. Donc ouais, Dominic Thiem contre Gilles Simon. Deux joueurs qui se connaissent très très bien. Ils se sont joués uniquement 2 fois sur dur où à chaque fois Thiem a gagné. L'année dernière ils se sont joués une fois, mais c'était à Paris-Bercy en indoor, donc c'est pas très, très intéressant. Puis ils se sont joués à Lyon aussi sur terre battue. Donc voilà, c'est pas très intéressant. C'était en finale d'ailleurs à Lyon. Voilà, donc non, c'est pas. C'est compliqué parce que Thiem fait un début de saison un peu compliqué. Il avait des problèmes de cervicales, etc. Là, c'était à Rio, il me semble. Il avait eu des problèmes de cervicales. Ça a l'air d'aller mieux. Il a joué contre Jordan Thompson, un Australien que j'aime beaucoup. Un jeune. C'est un Australien que j'aime bien. Moi, personnellement, je l'aime bien. Un petit Australien de 24 ans, là. Qui généralement, sur les tournois 250, faut compter.
Qu'est-ce que et du coup ouais il perd 6-4-7-5 contre Team. Bon voilà il a failli accrocher le premier set. Derrière c'était un peu compliqué dans le deuxième, mais il était toujours là à essayer de faire quelque chose ou quoi. Bon bah voilà. Demi-victimes qui non plus n'incarnent pas une confiance incroyable, d'accord. Le dur n'est pas sa surface favorite. On sait que la terre est sa surface favorite. On va pas se le cacher, d'accord. Malgré tout, au niveau des head-to-head, voilà, Simon n'a jamais pu gagner team sur dur, d'accord. Donc sur dur et en indoor. Donc, c'est quand même un peu craignos, hein, quand même un peu inquiétant. Alors attendez, peut-être que je raconte une connerie, mais non, il me semble pas. S'il a battu une fois en 2014, pardon, à Toronto sur dur. Bon, autant pour moi, c'était un premier tour en plus, donc bon. Mais voilà. Team, grosso modo, me paraît le plus à même, avec la puissance qu'il a, me paraît le plus à même de gagner ce match. Au vu du match que j'ai vu de Gilles Simon contre Jaziri, Jaziri d'ailleurs, enfin bref, gros problème de préparation physique. Le gars il a une volée, même moi j'ai une meilleure volée que lui, enfin bref, c'est compliqué. Donc ouais, un peu compliqué d'y voir clair parce que Simon est bien en fait, est plutôt bien depuis ce début de saison. Je pense qu'il a quand même pas mal accumulé de confiance. Il fait quart à Marseille, là, il perd contre Goffin, bon, on va dire assez logiquement. Il perd à Rotterdam, au premier tour contre Berdych. Donc là c'est pareil, hein, on va dire que c'est dans la suite logique. Donc ouais, et puis bon, team qui est pas transcendant quoi sur ce début de saison, donc ouais, compliqué de prendre un 44 quoi, team là-dessus quoi. C'est pas, franchement, ça m'emballe pas plus que ça. Team qui devrait fusiller Simon, mais Simon va défendre très très bien et joue toujours, va toujours essayer de donner le coup en plus. Donc c'est un peu compliqué hein, de savoir le vrai du faux là-dessus. Si un joueur n'est pas en confiance et qu'il attaque à outrance et qu'il n'arrive pas, qu'à un moment donné il va en mettre à côté, c'est quasiment sûr. Il peut avoir un problème derrière mental et il peut tilter ou choke et derrière Simon peut en profiter. Après Simon aussi a ses périodes de bien et de moins bien. Voilà. Un peu compliqué à y voir clair sur ce match-là. Je pense qu'il y a quand même un bon gros déséquilibre sur ce match-là. Peut-être qu'un 7 Simon peut être envisageable. Peut-être, d'accord. Peut-être. Pas à n'importe quel prix. Mais peut-être qu'un 7 Simon peut être envisageable. Alors attendez, je vais essayer d'aller voir à combien c'est cette histoire d'ailleurs. T'es où ma biche? T'es où ma biche? Simon 7 à 1,79, 1,80. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas un petit billet là-dessus? Pourquoi pas? Je dis bien, voilà, là c'est des matchs de demain, donc on n'a pas toutes les infos, etc., etc. Donc on va pas forcer dessus, d'accord? Mais mettre un petit billet sur le set de Simon n'est pas en soi une mauvaise chose, je pense, mais sous réserve. Sous réserve parce que, voilà, comme je dis, je n'ai pas toutes les infos. On sait jamais. Simon sur le match d'hier, je l'ai vu vraiment en dents de scie. Il n'y avait pas forcément de période extrêmement où il était à son prime. Donc voilà, je l'ai vu que des points où des fois il jouait très très bien et des fois il jouait très très mal, ou alors il tiltait. On connaît hein, Simon, gros caractère. Donc bon, voilà, on va sous réserve, je mettrais 7 Simon si j'avais un truc à prendre. Voilà, un truc d'intéressant parce que Team à 1,45 me paraît pas intéressant. Mais voilà. Ogel Yassim contre Nishioka. Ogel Yassim, un des plus jeunes joueurs à gagner contre un top 10 qui est Stefanos Tsitsipas. Qui était super intéressant ce match-là. Excellent match. Il a beaucoup coulé d'encre entre hier et aujourd'hui. Félix Ogel Yassim, le Canadien. Qui a bien fait sa transition pour le moment terre dure, qui s'acclimate vraiment bien. On a vraiment une vraie pépite là. Geliassim, c'est vraiment une belle pépite qu'on a contre. Je pense que c'est un des grands hein, du circuit principal. C'est un des grands. Il n'hésite pas à s'affronter, à battre
des joueurs qui sont vraiment un cran au-dessus de lui, on va dire, d'un point de vue potentiel. Et c'est vraiment c'est top. C'est vraiment top de le voir à ce niveau-là. C'est sûr que je l'ai vu en live contre Goffin, c'est plus le même cabal. Tu parles de qui? Tu parles de qui? De Tim, je crois. Tu parles de Tim, il me semble. Ou de Simon. Non, tu parles de Simon, je pense. Bref. Nishioka qui a battu 2-0 Bautista Agut. Alors ça, c'est une surprise quand même. Grosse surprise parce que Bautista Agut était sur une super forme. Super forme depuis le début de saison. Et un peu comme on s'en habitude, Bautista Agut qui fait du Bautista Agut, c'est-à-dire qu'à cette période-là, là, de mars-avril, eh ben, je sais pas ce qui se passe. Il choke et il n'arrive plus à mettre son jeu comme il peut le faire sur des surfaces assez lentes. Et pourtant, on est sur une surface lente, c'est ça qui est bizarre, mais bon, bref. Il joue Nishioka qui est un gaucher, qui sert relativement bien. C'est pas non plus incroyable le jeu qui dévoile. Ils se sont joués en Challenger une fois. Nishioka avait gagné en 3-7. Bon, voilà, rien de probant. C'était en 2015, donc pas très intéressant comme, pour compter là-dessus. Auger-Aliassime qui n'a pas perdu un set là contre Tsitsipas ou Cameron Norrie. Voilà, évidemment, je peux, d'un point de vue talent et d'un point de vue de ce qu'on voit de Auger-Aliassime, on peut que être amoureux de ce mec-là. Et voilà, après, voilà, Auger-Aliassime a un peu baissé. Il était à 1,70. À 1,70, il me tentait davantage déjà. Là, il me tente un peu moins. Donc, c'est à 1,66 encore, vous pouvez le trouver au mieux. Bon. Pour moi, quand même, Auger-Aliassime là-dessus me paraît quand même le plus intéressant. Me paraît quand même plus intéressant face à Nishioka. En plus, il me semble qu'il joue assez bien contre les gauchers. Il me semble qu'il n'a pas trop de soucis là-dessus. Et voilà, pour l'instant, tant que c'est pas une surface hyper rapide, je pense qu'Auger-Aliassime peut s'en sortir sur dur. Sur un tournoi comme Cincinnati, etc. J'ai beaucoup de mal à le voir aller loin. Après, ça dépendra du tableau, hein, bien évidemment, mais voilà. Un joueur contre Nishioka, normalement, ça peut passer pour Auger-Aliassime. Djokovic contre Kohlschreiber. Intéressant ce match-là parce que Kohlschreiber a des points de quart de finale à défendre, donc je pense qu'il se battra. On sait que Kohlschreiber est un joueur qui, contre les gros, il est toujours là en train de se tuer et essayer de donner le maximum pour faire la perf. Donc ça va être intéressant de voir Kohlschreiber contre Djokovic qui a fait son match tranquillement contre Fratangelo, l'américain. Voilà, au niveau des confrontations, ils se sont rencontrés 9 fois, Djokovic a gagné 8 fois. Djokovic, qui est le deuxième plus titré à égalité avec Roger Federer, donc il y a cette bagarre-là. Voilà, sur beaucoup d'aspects du jeu, Djokovic est largement devant Kohlschreiber, il n'y a pas de doute là-dessus. Djokovic qui est indéboulonnable quasiment en ce moment. Il a perdu en demi-finale à Doha contre Bautista Agut et depuis derrière il fait le one shot sur Sonnen Wells sur l'Open d'Australie pardon et voilà, et là il me semble très bien parti encore pour gagner encore contre Kohlschreiber. Le tournoi je ne sais pas, on verra, mais voilà, pour moi il n'y a pas de doute là-dessus. Novak Djokovic, c'est pour moi normalement c'est bon quoi. Même si Kohlschreiber est chiant, généralement contre les gros il arrive toujours à bien jouer. Il a un bon toucher Kohlschreiber, donc voilà, il a battu Kyrgios quand même, donc voilà. Même si Kyrgios c'est pas non plus une référence en termes de régularité, on peut pas se reposer sur des performances contre Kyrgios, d'accord, mais voilà. Djokovic, pour moi, normalement, ça devrait faire le taf. Alexander Zverev contre Struff. Normalement, là aussi, c'est pareil. Il ne devrait pas y avoir de cadeau entre les deux Allemands. Ils se connaissent bien parce qu'ils se sont joués 5 fois et Alex a gagné 5 fois contre lui. C'était 5 fois sur terre battue. D'accord, donc pas très intéressant du fait que Struff n'est pas forcément un joueur de dur, de dur, mais de terre. Donc voilà, on peut pas se reposer sur des performances sur dur.
Struff qui est un joueur qui aime bien faire des performances contre des gros joueurs. On parle par exemple d'Araonic. Et derrière, il est capable de perdre contre Fucsovic, donc c'est un peu bizarre. Mais voilà. Normalement, si en plus Zverev il a profité de l'abandon de Martin Klizan, s'il est sérieux, normalement Zverev, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de doute. Voilà. Il n'y a pas de doute pour Alexander Zverev qui sert mieux, retourne mieux, a une meilleure volée. Voilà. Normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, voilà, c'est un 1-20. Si vous voulez prendre, je sais pas, si vous voulez prendre dans un combiné ou même en sec, hein, même un 20 en sec, hein, je trouve ça pas si dégueulasse que ça. Hein, en soi, voilà, faut aligner un petit peu plus d'unités, mais bon, voilà, c'est pourquoi pas, quoi. Voilà, ou alors dans un combiné si vous voulez. Mais bon, faites attention quand même parce que peut y avoir une surprise malgré tout. Karlovic contre Gunneswaran. Alors là, si vous voulez regarder le match, ben, bon courage les amis. Karlovic qui a terrassé Koric, comme je le disais en début de live, ainsi que Ebden lors du premier tour. Il perd pas de 7, en plus c'est intéressant. Karlovic qui est très irrégulier comme d'habitude, mais qui a fait finale à Pune en tout début de saison où il perd contre Anderson. Et derrière, il avait rien fait, grosso modo. Donc voilà, et là il joue Gunneswaran qui sort des qualifs, qui bat Basilashvili. Donc voilà, c'est un joueur qui est habitué au Challenger. Gunneswaran, donc là de le voir sur un Masters 1000 comme ça, c'est un peu surprenant. Clairement, c'est un peu surprenant. Je pense qu'il y aura beaucoup d'appréhension, beaucoup de manque d'expérience aussi un petit peu, même s'il n'est pas, il est pas vieux, enfin il n'est pas jeune non plus, mais parce qu'il a quoi? Il a 30 ans, ouais, 29 ans. Je crois, ouais, c'est ça. Il a 29 ans, donc c'est pas un joueur tout jeune, mais il est beaucoup plus habitué au Challenger. Donc pour le coup, jamais simple. Après sur dur, sur dur ça fait le taf quoi. Hein. C'est la seule surface où il est bon quoi. Donc voilà, sur dur ça fait le taf. Ça va dépendre des détails, ça va dépendre de set, enfin ça va dépendre des services. Donc voilà, c'est un duel de serveurs, ça m'intéresse pas. C'est le genre de match qui m'intéresse pas beaucoup. Normalement, le côté expérience devrait être du côté de Karlovic. Voilà, on peut pas se reposer sur des head-to-head ou quoi que ce soit. Clairement, prendre Karlovic à 1,42, à 1,52, je crois, ou même un peu plus, il me semble, à 1,55, pardon. Pour moi, ça me paraît pas intéressant. Voilà, c'est pas valu. En tout cas, pour moi, c'est pas valu à 1,55. Voilà, Giron contre Raonic. Eh bien, Giron qui fait la perf contre Alex de Minaur. Ça aussi, c'est passé dans le groupe privé. J'avais pris Giron 7 pour assurer. Mais je voyais bien la contre-perf de Alex de Minaur là-dessus. Marcos Giron, le jeune, c'est un Chilien, je crois, il me semble. Non, américain, pardon. Mais il me semble qu'il a des origines chiliennes, il me semble. Je suis pas certain, mais j'ai lu ça, je crois, il me semble. Voilà. Bref, il joue contre Raonic qui est, bon, quand même, a une demi-finale à défendre. Donc, on va espérer quand même que Raonic fasse quelque chose, d'accord. J'ai pas vu son match contre Quirrey parce que je regardais un autre match. J'ai pas regardé, j'ai regardé un peu le replay vite fait, mais bon, c'est pas méga intéressant de regarder Quirrey Raonic, quoi, parce que ça sert, en gros. Donc voilà, déjà Giron c'est très bien ce qu'il a fait là, il s'est qualifié, déjà il a passé les 2 tours de qualif. Il a gagné contre Chardy, il a gagné contre Dominor, il a fait sa perf, c'est bien. Voilà, pour moi je pense que ça va s'arrêter là. Raonic normalement, s'il est sérieux, je dis bien, devrait faire le taf. Après c'est pareil, un 19 c'est pas intéressant pour moi, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup d'être tenté. Voilà, après Giron en plus c'est un pur mec de dur. Donc on n'est pas à l'abri d'une surprise. J'y crois peu parce que je me dis que le mec va pas faire que des surprises, d'accord. Déjà battre Alex de Minaur c'est très bien, surtout vu la forme qu'avait Alex de Minaur avant le tournoi. Donc voilà. Pour moi il a battu Chardy, c'est bien. Bon Chardy qui est pas un niveau extraordinaire, mais c'est bien. Il bat Alex de Minaur, c'est très bien. Là maintenant, voilà, faut qu'il joue contre Raonic qui a plus d'expérience, qui est pour moi plus puissant. Donc voilà, normalement Raonic devrait faire le taf. Voilà, sous réserve, parce que comme je dis, les matchs sont demain, donc sous réserve. Mon fils contre Ramos Vinolas.
Bizarrement, les cotes sont déglinguées pour mon fils parce que oui, il est sur une forme incroyable en ce moment. Il a gagné à Rotterdam, il fait demi à Dubaï. Donc voilà, là il s'est plaint des conditions, il se fait arracher le deuxième set par Léo Meyer. Léo Meyer qui est un peu en dents de scie, c'est un joueur aussi pareil, capable du pire comme du meilleur, donc c'est pas facile de compter sur ce genre de joueur-là, mais voilà, il joue contre Ramos Vinolas, qui a battu Marco Cecchinato. Je trouve Ramos Vinolas très haut, anormalement très haut. Malgré tout, Ramos Vinolas n'est pas un joueur de dur, est un joueur quand même de terre. Il fait juste la transition terre-dur, donc pour moi, normalement, mon fils, s'il est sérieux, s'il fait le taf, devrait gagner contre Ramos Vinolas. C'est mon fils, donc on sait pas trop quand on sait qu'il veut être sérieux ou quoi. Pour l'instant, il a l'air bien. On va prier, on va croiser les doigts pour que ça se passe bien aussi pour lui et qu'il reste dans cet état d'esprit-là. Svitolina, a priori, il lui fait beaucoup de bien, donc voilà. donc tant mieux qu'il reste avec Elina, Svitolina, d'accord. Prends-en bien soin, s'il te plaît, de Gaël, parce que quand il joue comme ça et qu'il est comme ça, bah, c'est super pour nous. Le match-up est favorable à mon fils. La cote à 1,15, vraiment pas value pour moi. Si vous voulez vous y aventurer, bah, bonne chance à vous. Mais voilà, pour moi, ça me paraît pas intéressant à prendre à cette cote-là. Et on va finir avec le dernier match avant d'entamer. Donc, qui sait que je vois gagner sur ce tournoi. Donc, Laslo Djere contre Kekmanovic. Le repêché de la blessure d'Anderson. Un peu compliqué parce que Djere c'est pareil, c'est pas forcément un joueur de dur, c'est un joueur de terre. Voilà, il joue Kekmanovic qui est un jeune, qui a 20 ans, même pas qu'à 19 ans. Qui est un joueur qui joue très bien, il me semble. Apparemment, c'est un petit crack. Parce que voilà, c'est un petit crack, on m'a dit. Dans les tournois Challenger, etc. Il a fait le taf a priori. Donc voilà, moi j'ai pas assez de recul, je connais pas assez le joueur, donc je vais pas forcément voilà, je vais pas me mettre en avant sur ce match-là parce que je connais pas Kekmanovic en soi, je ne sais pas forcément le style de jeu qu'il a, etc. Donc je vais pas m'avancer, je vais m'intéresser à ce match par contre parce que je vais voir un peu la forme qu'il a le gars là, le gamin, et voir un peu ce qu'il donne. Donc voilà, ça va être intéressant à voir. Il a de la chance quand même Kekmanovic parce qu'il a perdu lors des qualifs contre Giron d'ailleurs. Et il se retrouve au troisième tour quand même contre Laslo Djere en ayant... Bon, il a battu Marterer, hein, donc tant mieux pour lui. Mais il se retrouve au troisième tour contre Laslo Djere. Et il peut gagner encore contre Laslo Djere. Donc ça, déjà, il fait une très belle perf. Hein. Clairement, Kekmanovic là-dessus, il est 130e mondial pour le moment. Il va faire un bon s'il arrive à gagner contre Laslo Djere. Donc voilà, pour moi, je m'avance pas, je connais pas ce joueur, donc je vais pas plus m'orienter là-dessus. Là, on va passer un petit peu donc à qui c'est qui peut gagner le tournoi. Ben écoutez, un peu compliqué parce qu'évidemment, voilà, il y a beaucoup de monde, il y a du Djoko, il y a du Nadal, il y a du Federer. Je pense que la bataille Federer-Djoko, au niveau des titres, le fait qu'il y en a un qui veut être plus titré à Indian Wells, ça c'est clairement une grosse source de motivation. Federer qui vient de gagner son 100e titre à Dubaï. Nadal qui, sur dur, on sait comment, voilà, on sait, hein, au niveau des articulations, etc., on sait que c'est pas la folie. Il a pris fessé en finale contre Djokovic à l'Open d'Australie. Face à une démonstration de Djokovic. Donc Djokovic en plus sur ce qu'on a vu dernièrement, c'est compliqué de parler contre Djokovic quoi. C'est-à-dire que s'il joue au même niveau qu'il a joué lors des derniers grands chelems, etc. Il est jamais il est pas prenable quoi, tout simplement quoi. Il est clairement pas prenable, donc c'est compliqué. Là il joue Kohlschreiber, derrière il aurait Monfils ou Ramos Vinolas. Bon, normalement ça serait Monfils. Voilà, peut-être qu'un Monfils en pleine bourre comme ça, en pleine forme, en pleine capacité de ses moyens, peut faire un truc, peut-être, peut aller chercher, peut aller embêter Djokovic, peut-être. Peut-être. Je dis pas oui, non ou quoi, peut-être. Mais voilà, il va falloir un gros coup du sort ou un gros concours de circonstances, quoi. Donc sans ça, j'ai beaucoup de mal à
le gros adversaire de Djokovic, c'est lui-même. Hein. Pour moi, c'est lui-même, clairement. S'il a envie que le match il va en sa faveur, il va en sa faveur. Quoi. Il a tellement d'expérience, tellement de. Il connaît il sait quand faut. Voilà, il sait quand faut alterner le jeu, quand faut varier son jeu, quand faut faire un slice, quand faut retourner à plat. Il sait mettre le coup en plus de l'adversaire, enfin le coup en trop pour l'adversaire. Il sait faire les coups gagnants. Il a une très bonne volée. Il sert très bien. C'est très compliqué de lire, enfin de voir comment gagner Djokovic. C'est très 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 compliqué. Donc ouais, un mec comme mon fils un peu fou, qui peut l'emmener en 3-7, mon fils qui sert bien et tout, ça peut le faire. Hein. Suffit qu'il y ait des points un peu litigieux, que Djokovic fasse le hawk high et que mon fils gratte les lignes et tout. Ça peut le faire. Si mon fils gratte les lignes et tout et que voilà, un match un peu catastrophe, un peu comme ça pour le Serbe, pourquoi pas, hein, ça peut tourner. Hein. Mais après, derrière, il y a quoi? Il y a Karlovic ou Gunessoran. Là, c'est pareil, c'est cadeau. Il a Simon ou Tim derrière. Bon, on va dire que Tim me paraît le plus logique dans ce moment. Mais bon, vu la forme qu'il a, le Tim, c'est compliqué de se reposer là-dessus. Donc au pire, il aurait du Simon. Le Simon, au pire, il en fait du papyrus, quoi. Donc voilà. Karlovic ou Gunessoran, même chose, hein, contre un gros serveur comme ça, le mec, ça lui fait pas peur. Donc voilà, et derrière, bah, ça y est, il est en demi-finale, quoi. Et à demi-finale, soit il jouerait contre un Zverev ou un Raonic, ou ouais, je pense que ça serait un mec comme ça, quoi. Donc ouais, déjà en demi-finale, il est déjà quasiment en demi, quoi. Le Djoko, donc ouais, c'est compliqué après de voir. Normalement, s'il joue comme il devrait jouer normalement, Djokovic est largement à même de pouvoir gagner ce tournoi. Hein. Clairement. Clairement. Hein. Federer, bon, il a joué à Dubaï. Peut-être qu'il va tirer la langue aussi, hein, à un moment donné. Il va peut-être tirer la langue. Roger, on va voir déjà. Là, il joue contre qui, Roger? Je ne me rappelle plus. Il joue contre qui, Roger? Il est où? Il joue contre Gojovic. Ok. Ok, il joue contre Gojovic. Pas inintéressant. Derrière, il joue soit Stan, soit Fuxovic. Pareil, hein, c'est pas des matchs faciles, ça. Clairement, c'est pas des matchs simples. Allez, admettons, s'il gagne derrière, il peut jouer quoi? Il peut jouer un Albot ou un Edmund. Bon, ça, pourquoi pas. Déjà, c'est un peu plus cool. Dans l'absolu, on va dire. Mais là, déjà, les deux prochains tours sont pas simples, hein, pour Roger. Hein. Gojovic, Stan ou Fuxovic, c'est des joueurs, c'est intéressant, quoi. Hein. Donc attention, hein, Roger, faut voir dans quel état d'esprit il arrive, dans quelle motivation il arrive. Voilà, je suis un peu. J'attends de voir parce que clairement, je suis un peu en doute sur ses capacités physiques à Roger, même si on est sur un format au meilleur des 3-7. Attention, voilà, attention, et à voir comment il y va. Il a une finale à défendre, donc on imagine qu'il y va pas pour trier les lentilles, hein, d'accord? Mais voilà, sait-on jamais. Sait-on jamais, après, est-ce que je vois une surprise sur ce tournoi? C'est possible. Il peut y avoir des petites surprises. On voit Krajinovic là, qui a gagné 3-3 contre Goffin. Ça peut être une surprise. Je dis pas qu'il va gagner le tournoi. Je dis que potentiellement il peut aller loin dans le tournoi. Derrière, il joue soit contre Medvedev, soit contre McDonald. D'ailleurs, qu'est-ce que ça fait le match? 1-0. Medvedev gagne 4-0 dans le deuxième. Donc normalement, ça devrait être Medvedev. Voilà, Krajinovic-Medvedev, ça va être un beau match. Ça va être un match assez sympa. Ouais, regardez pas forcément, mais en tout cas, ça va être un beau match intéressant. À voir qui c'est qui peut sortir de ce genre de match-là. Après, voilà, il faudra se taper du Rafa. Donc c'est compliqué. Mais ouais, non, faut voir, parce qu'il peut y avoir un coup à jouer là, énorme pour un match comme ça, là, comme un mec comme Medvedev, Krajinovic. Moi, Medvedev, j'aime bien ce joueur. J'adore ce joueur et il est très régulier. Et voilà. Pour moi, il peut embêter clairement Nadal s'il arrive là en quart contre Nadal. Il peut embêter Nadal et attention. Derrière, attention, c'est un joueur il faut toujours se méfier de ce joueur-là. Et Medvedev, pour moi, c'est l'avenir. Et ensuite, faut toujours se méfier de ce mec-là. Toujours.
Voilà, après une surprise, c'est un peu compliqué parce que là on est le haut du panier quoi. Là on est les meilleurs quoi. C'est-à-dire que là l'année dernière, Rafa était pas là, Djoko pas là. Bon voilà, c'est pour ça qu'on a un Del Potro qui était dans une super forme et qui gagne le tournoi. Là, on va voir, c'est les prémices, on va dire, c'est la saison vraiment qui s'enclenche là maintenant. Donc c'est très intéressant à voir qu'est-ce que ça peut faire sur ce tournoi-là. Voilà les amis, en tout cas j'espère, j'ai fait le tour d'ensemble, j'ai fait le tournoi en complet. On est sur 1h30 là d'émission je crois, il me semble. On est sur 1h30, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en privé, que ce soit sur la page. Donc la page elle s'appelle encore Corner 7, mais on s'appelle Money Times. N'hésitez pas à aller sur notre site internet money-times.net. Voilà, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube pour aller voir nos différentes vidéos, nos différentes séries. On essaie de différencier le format les formats et essayer de vous donner un contenu diversifié. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à aller sur notre Discord pour partager les infos, pour partager vos avis, etc. C'est toujours intéressant de parler avec des passionnés. En plus, il y a une superbe ambiance, on s'amuse bien et ça se passe bien. Voilà, et puis voilà, n'hésitez pas si vous voulez vous attacher les services de Money Times, les amis. Je vous embrasse, je vous fais la bise, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et n'hésitez pas si vous avez des questions et vous voulez des réponses ou des éléments de réponse. Évidemment, nous serons là pour vous répondre le plus promptement possible. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à vous pour votre participation. Ça fait toujours plaisir. On n'était pas nombreux ce soir, mais je connais le contexte. C'est un dimanche entre 20h et 21h. Là, il est 21h30. Il y a beaucoup de gens qui sont partis à partir de 21h parce que derrière, il y a le match. Ou alors, il y a maman qui est au lit et qui vous attend. Donc, je comprends. Hein, d'accord ? Voilà, les amis. Je vous embrasse. Je vous fais la bise. À la prochaine, les amis. Ciao, ciao.